Je vous propose, j'avais pensé faire une chose très classique de ce genre-là, vous voyez, mais c'est pas très drôle. Donc je vous propose ça, c'est plus amusant, hein? C'est plus amusant. Donc on va y aller. J'espère que je vais être à la hauteur. Je ferme la porte peut-être. Donc une personne, on va pas monter jusqu'au crâne, hein, pour bien voir les ensembles musculaires, etc. Donc une personne, bassin, membre inférieur, autre membre inférieur, pied, avec des angles, hein, il y a un angle là, voilà. Bon, allez, vas-y dehors. Allez. Donc, la courbure lombaire, le sacrum, c'est peut-être un peu gros, donc je recommence. Je ne voudrais pas que ce soit trop petit. Non, mais c'est trop gros. Donc, je vais prendre l'anopelvien, c'est plus prudent. Donc, anopelvien, L iliaque, symphyse pubienne, et voilà. Donc, ici, le sacrum que je venais de dessiner, hein. Et là, les vertèbres lombaires qui souffrent tellement chez les gens d'aujourd'hui. Là, c'est plutôt un bassin masculin, donc on va continuer. Voilà, l'étroitesse et la hauteur. Donc, la petite aile ici, la grande aile qui revient, attention, c'est 2/3. Voilà, donc la petite aile est fausse, elle est ici. Voilà, l'autre est en fuite, ici. La grande aile est là, à peu près. Ah oui, bon. Alors, maintenant, on descend. Oui, ben, j'aurais pu être plus grand. C'est bête, ça. Alors, je développe. Voilà. J'aurais pu être plus grand, donc je me mets plus grand. Voilà. Voilà. J'aurai une tête ici, donc voilà. Un trou obturateur là. Voilà. Ensuite, j'ai une tête là. Le grand trochanter ici. Oui, j'ai largement la place. Donc, une courbure spirale est là. Une autre ici, parce que je suis 2/3 quand même. Une autre ici. J'ébauche ça un peu librement, hein. Donc, c'est peut-être trop petit parce qu'il faut que ce soit 2 fois la hauteur du bassin. Donc, voilà. Oui, je vais reprendre tout ça, j'ébauche, hein. Donc, ici, ça va être le tibia, le péroné, et on verra pour le pied après. Ensuite, ici, j'ai un fémur, le col est là, la tête est ici, courbure spiralée. Il faut que mes deux fémurs soient sensiblement égaux. C'est pas mal. Donc, je vais reprendre le bassin, il est monstrueux, hein, mais c'est pas grave du tout. Donc, on aura une rotule très présente. Par contre, pour que ça s'équilibre, il faut revenir un petit peu en arrière. Donc, voilà. Malléole. Ça va, ça? Je ne sais pas. On va aller voir. Et pied interne. Voilà. Donc, profitons-en. Le pied externe, dans ce cas-là, il est comme ça. On peut peut-être le faire poser sur le sol quand même.
c'est plus prudent que de le coucher latéralement. Donc, alors, courbure spiralée. Voilà. La rotule doit être quelque part par là. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Ça, c'est un tibia. Le péroné est ici. Le talon. L'avant-pied. La styloïde du 5e. C'est pas très bon, ça. Voilà. D'accord. Donc, c'est peut-être trop petit, ça, non? Voilà. 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 Donc, regardons. Le bassin est monstrueux, je vais le refaire. Mais c'était pour changer la proportion. Donc, les jambes sont un peu petites, c'est bête. Mais il n'y a qu'à raccourcir le bassin parce que les cuisses sont bonnes, les jambes vont avec les cuisses. Donc, ce n'est pas très compliqué. Voilà. Le fémur est très bienvenu, là, celui-là. Donc, on peut peut-être partir de lui. Non, je vais retravailler mon bassin. Donc, calmons-nous pour le bassin. Voilà. Voilà, voilà. Et là, ça doit être bon, non? Allons-y. 1 et 2, il est encore un peu trop grand. Donc, anneau pelvien. Voilà. Donc, je vais prendre le bassin carrément. Où est-il? Là. Donc, anneau pelvien, est-ce que c'est bon? Oui, ça peut aller si le sacrum est ici et le coccyx là. Il faut peut-être vous mettre un coup de fusain pour que ça se détache. Ça va? Voilà. Alors, à ce moment-là, on raccourcit la symphyse pubienne. Voilà. Les trous obturés, évidemment. Voilà. J'espère que ça ne vous ennuie pas trop que je fasse ça en peignant plus qu'en dessinant. Voilà. Alors, les trous sont ovalaires parce que c'est un homme. Voilà. Donc ici, le sourcil, la tête étant prise là-dedans. Voilà. Ensuite, l'épine antérieure et supérieure ici. L'épine antérieure et inférieure là. Est-ce que c'est convenable? En mettant peut-être un tubercule du moyen fessier pour que ça fasse un peu viril. Voilà. Donc, et de l'autre côté maintenant. Allons-y. Donc, trou obturé ici. Sourcil cotyloïdien. Voilà. Et là, voilà. Attention. Voilà. C'est trop peut-être ça, non? Voilà. Épine antérieure et supérieure, épine antérieure et inférieure. Un petit coup. Un petit coup pour l'épine sciatique là-dedans. Voilà. On la voit trop. On la fait reculer. Voilà. Symphyse pubienne. Voilà. Est-ce qu'il est rigolo? Oui, il a l'air assez rigolo. Voilà. Ça, c'est bête, ça. Hein? On va retirer ça. Complètement inutile. Voilà. 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 Bien. Alors, voyons ça. Question. Non, hein? C'est un bassin. C'est un bassin masculin. Vous vous posez la question de savoir pourquoi les trous... J'arrive. Pourquoi les trous obturateurs... Oh, c'est pas mal. Pourquoi les trous obturateurs sont ovales? Ça vous amuse, ces trucs-là? Ovale chez l'homme et triangulaire chez la femme, ça fait bizarre parce qu'ordinairement on se dit un triangle c'est masculin, un ovale c'est féminin. Question, monsieur. Oui, tout à l'heure vous avez parlé du
Non, j'ai parlé de moitié tout bêtement. J'ai dit la hauteur du bassin 2 fois dans la hauteur du fémur, comme la hauteur de l'omoplate 2 fois dans la hauteur de l'humérus. Ça vous va, ça? L'omoplate 2 fois dans la hauteur de l'humérus. C'est pas moi, c'est Léonard. Et puis, il y a une autre proportion de Léonard que je n'utilise pas beaucoup, mais à laquelle je devrais songer plus souvent, c'est longueur du pied. Vous voyez là c'est très très utile par exemple. Longueur du pied, n'est-ce pas? Celle-là, elle est tout de même très commode. Longueur du pied 2 fois ici, ça tombe très bien. Si j'étais bien placé. Voilà, longueur du pied, 1 fois, 2 fois, parfait, jusqu'à la base de la rotule. Ça marche? C'est Olivier, je crois. C'est ça. Olivier. Vous avez parlé de 2 tiers, c'est quand vous avez passé l'ischio par rapport à l'aile. J'ai parlé de 2 tiers. De 2 tiers, oui. Oui. Ah! Imbécile. Que je suis. C'est l'orientation qui est à 2 tiers. Je ne suis pas de face, je ne suis pas de profil, je ne suis pas de 3/4, je suis à 2 tiers. C'est ça que je voulais dire. Veuillez m'excuser. Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça, je suis comme ça. D'accord? C'est vu sous les 2 tiers. Voilà ce que j'aurais dû dire. Jean-Max. Ça va? Bonjour. Tu as besoin de quelque chose, non? Voilà, je l'attendais parce que imaginez que c'est dans le cours d'anatomie des médecins. C'est fou. Comment reconnaître un bassin féminin d'un bassin masculin? Il faut vraiment les prendre pour des ânes, ces pauvres gens, n'est-ce pas? Les trous obturateurs sont ovalaires. D'abord, maintenant, on ne dit plus trous obturateurs. Moi, je le dis encore, mais c'est vraiment aberrant. Ça voudrait dire des trous qui ferment. Vous voyez, obturateurs. Non, ils sont obturés par une paroi ligamentaire. Alors, ils sont ovalaires chez la femme et triangulaires chez l'homme parce que je n'ai pas de bassin féminin. Quand le bébé passe, n'est-ce pas, il ne veut pas de ça. Donc, les branches s'en vont comme ça. Vous me suivez? À ce moment-là, les trous sont obligatoirement triangulaires, car repousser ce trou est, si vous voulez, repoussé à sa base par cette branche-là. On y est? Voilà. Et alors, c'est un des grands paradoxes. Alors moi, quand j'ai enseigné à ces gens-là, je leur demandais plutôt de regarder ça, et puis ça surtout, hein, et de remonter chez un patient, par exemple, de remonter à la puberté quand on trouve que quelqu'un a des problèmes endocriniens, etc., d'aller un petit peu regarder l'ouverture de l'angle sacré et de remonter le repérage. Là vraiment, il y a des différences de sexe qui sont considérables. Voilà. Alors, autre question? Non? Eh bien, on y va. On va se descendre un fémur vu de 2 tiers, sous l'angle des 2 tiers, n'est-ce pas? Comme ceci, lui aussi. Vous êtes d'accord? Donc, on peut y aller avec la grande tubérosité, hein, et puis affirmer la courbure spiralée. Donc, allons-y. Voilà, la grande tubérosité, la petite, on est discret, et puis voilà le col, voilà, et on nettoie un peu pour que ça fasse tout de même plus propre, voilà. Donc, et on descend, alors pas cette espèce de chose mollasse, n'est-ce pas? On va descendre en une seule, n'est-ce pas? Vium, hein? Et la cuisse antérieure, c'est comme ça, hein, ça se ressent de ça. Donc, on descend, vion. Comme ceci. Bon, puis alors le bas, c'est monstrueux, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, les 2 courbures spiralées vues de 2 tiers, ça c'est l'interne, donc elle est peu visible, ça c'est l'externe. Voilà. Est-ce qu'elle est bien à sa place? C'est pas mal, ça pourrait être un petit peu plus haut. Voilà. Donc,
une courbure spiralée, lèvre interne, lèvre externe, et voilà. Donc un fémur qui est peut-être un peu petit, là maintenant, non? Donc, je le redescends un peu. Voilà, 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 et voilà. Donc, est-ce que j'ai une jambe qui va avec? Ça aurait été bien, ça. Malheureusement, non. C'est l'autre. Hein? Donc, on va tout simplement dessiner la jambe comme ça, vous voyez, en posant le pied sur le sol. Voilà, hein, comme ceci. Donc, on a... Oh, c'est bon. On a... Il faut que je me calme un peu, là. Hein. Donc... Oh, j'ai pas de chance, je finis ma carrière, comme dirait l'autre, avec des crémoles. Alors, donc, ça c'est une craie sèche. Donc ça va aller peut-être mieux. Donc ici, la tubérosité antérieure du tibia. Le tibia dans sa grande courbure, n'est-ce pas, revient un peu, voilà, oui. Donc, hop. Voilà. Donc, c'est pas sous-cutané, hein, surtout. C'est parce que tout est un petit peu flou. Donc, j'indique la direction du tibia, n'est-ce pas? J'indique la direction du tibia et je place, si vous le voulez bien, je place le péroné en le faisant arquer un peu trop, voilà. Et je mets au délice, un repère essentiel, la malléole externe. Voilà, la malléole externe. Donc ici, mon talon, courbe et contre-courbe. C'est drôle, quand on a l'os à portée de la main, on a tendance à le regarder. Il vaudrait mieux que je m'en débarrasse. Ici, surtout que là, je suis en train de faire une superbe mollesse. Vous voyez, là, ça, c'est vraiment la haine. Tiens, je devrais vous montrer des dessins très intéressants. Je vais mettre ça là. Comment s'appelle-t-il? Palma le Jeune, n'est-ce pas? C'est un type très intéressant. Il fait de très jolis dessins avec des courbures parfaitement égales, des coquillettes. Et il faut absolument... Ça sera bien pour finir, que je vous montre ça. Deltoïde, biceps, huméro-stylo-radial, vous voyez, deltoïde, triceps, et encore je suis sympa. Vous voyez? C'est très intéressant de voir les dessins de ce personnage. Ravissant dessin, plein de courbes égales, comme ça, vous voyez? Hop, il n'a pas connu Cassandre. Et ça se voit. Donc, ici, vous voyez, j'ai une sorte de balustre qu'il faut absolument fuir. Est-ce que c'est le bon pied? Non, j'ai vraiment pas de chance. N'est-ce pas? Qu'il faut absolument fuir. Vous voyez, je n'ai pas le droit. Donc, cette espèce de courbe là en bas, c'est monstrueux. N'est-ce pas? Donc, je reviens. Voilà. Et voilà, et je sauve la partie. Donc, là, je vais mettre le cuboïde. Voulez-vous, dans le prolongement, si vous voulez, je vais vous faire un peu d'anatomie. N'est-ce pas? Je vais séparer. Encore faudrait-il que je fasse ça sérieusement. Oui, c'est en avant. Donc, c'est ici. Voilà, je sépare le cuboïde de l'astragale. Et sous le cuboïde, donc je place le cuboïde ici. Et voilà. Et là, je mets la gouttière qui est ici pour le long péronnier latéral qui va venir tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, évidemment, ces deux courbes égales disparaissent puisque j'ai la styloïde du cinquième état. Vous vous souvenez de ça? C'est fantastique, n'est-ce pas? Sur le pied.
nous avons un appui latéral externe au niveau. Notre petit orteil est minuscule. Le méta du petit orteil est énorme, avec une styloïde. C'est tout simplement parce que ce méta du petit orteil est un point d'appui sur le sol, n'est-ce pas? Lorsque nous marchons, talon et cinquième méta. Donc ce cinquième méta est prêt à encaisser, n'est-ce pas, à chaque pas, le poids du corps. Est-ce que vous me suivez? Le poids du corps, certainement, parce que si vous êtes là, voilà, n'est-ce pas? Ah, c'est amusant ça, je peux vous expliquer une chose. Voilà une empreinte de pied normale, vous le savez, n'est-ce pas? Et si vous avez la chance dans votre vie de rencontrer quelqu'un qui soit hypersténique, n'est-ce pas? Mais pas au point d'avoir les pieds creux, si vous lui regardez la plante des pieds, vous verrez peut-être ça. Vous voyez? Voilà. Voilà. C'est ce qu'on appelle un pré. On ne peut pas dire pré-creux, hein, ça n'irait pas, donc on dit un précavus. Voilà. Et alors donc, c'est la styloïde du cinquième méta qui marque l'empreinte comme ça. C'est drôle, non? Hein, on croirait un nœud dans le bord externe de l'empreinte. Eh bien, c'est cette styloïde-là. Hein. Ne croyez pas qu'il y ait la moindre déhiscence, c'est un ensemble. Et vous voyez, c'est très intéressant, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un dessin de Tintoret, d'un pied externe comme ça, posé sur le sol, c'est passionnant. Peut-être, je penserais, si je vois Palma, peut-être que je penserais à vous le mettre avec... Voilà. Alors, voulez-vous un cinquième orteil? Voilà. Et on s'en fiche du cinquième orteil. Il faut très très vite donner le premier, plus court, tchlac, tchlac. Et ici, voilà, bien indiqué le nombre qu'on est en externe. Voilà. Je suis peut-être un peu trop long, mais ça fait rien. Voilà donc votre tibia, n'est-ce pas? Et le péroné. Comme repère, la tête du péroné, c'est rare. La styloïde, c'est toujours, n'est-ce pas? Le tibia, surtout pas. La tubérosité antérieure du tibia, un peu. Voilà donc votre jambe externe. Est-ce que ça va? Oh, le pied est tout petit. Et franchement, j'ai cru le dessiner grand. Tout petit. Oh, c'est bête. Le nez dessus, j'avais l'impression que c'était grand, que c'était convenable. Et comme j'aime les grands pieds, par narcissisme, n'est-ce pas, je croyais que c'était grand. La barbe. Bon, alors on y va. Voilà. 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 Bien. Peut-être que là, c'est moche aussi. Donc, on va... Voilà. Donc là, c'est sans doute en proportion. Bon, allez, question. Mademoiselle, madame. Ah là, c'est complètement métaphysique. Oh non, oui, tout le monde nourrit tout le monde. Comment grandit un arbre? Comment grandit un arbre? C'est ça? C'est ça? Voilà. Les faisceaux libéraux ligneux, d'accord, alimentés par la sève, et puis par contre, les forces contraignantes, le vent, l'inclinaison du sol, etc. N'est-ce pas? Donc, en prenant un élément végétal stable, hein, un arbre, eh bien, on voit bien qu'il pousse
par rapport à une certaine situation, un certain sol, etc. etc. J'adore la charmille, par exemple. Ce matin, au Luxembourg, je voyais une petite charmille qu'on vient de planter, un peu vieille. Pour une fois, les jardiniers du Luxembourg, enfin non, du point de vue du goût, c'est atroce en ce moment, depuis plusieurs années. Mais là, cette petite charmille choisie un peu âgée, comme ça, toute tortueuse, n'est-ce pas, c'est très rigolo parce qu'elle ne correspond pas au lieu où on l'a mise. Elle est charmante, elle est dépaysée, si vous voulez. Vous voyez, elle est toute tortueuse, elle a dû pousser dans une pépinière en plein vent, et on la met dans un jardin parisien un peu chicos à l'abri des immeubles. Donc elle va peu à peu adoucir ses angles, si je puis dire. Hein. Donc là, c'est la même chose. Ça, c'est fait pour contribuer à la création d'un être humain qui va avoir les particularités d'un être humain par rapport à tous les vents que rencontre un être humain. Pas il a même une psychologie, l'être humain. D'accord ? Donc voilà, les tubérosités obéissent à des forces, mais elles viennent de trois feuillets embryonnaires qui, mon Dieu, au départ, étaient des petites choses bien modestes, un peu comme un jaune d'œuf. Hein. Et puis voilà, d'accord ? Donc quand vous allez jusqu'à une tubérosité antérieure, etc., eh bien, j'en ai deux, là ? Oui, j'en ai deux. Bon, il y a deux personnalités, il n'y a pas de problème. Hein. Ils sont pas les deux, ils n'avaient pas le même caractère, etc., etc. Et encore, ces deux-là, ils sont vraiment assez proches. Hein. Mais vous avez des os qui... En général, moi, j'ai toujours eu des os assez virils, assez dessinés, pour la bonne raison que ça casse moins. Vous voyez, ça, par exemple, c'est une omoplate contemporaine, hein, qui a été prise sur un malheureux très âgé, qui a été, je dis malheureux parce que c'est tout de même triste, on l'a trempé dans un bain d'eau oxygénée à je ne sais combien de volumes, et à un moment donné, on est allé récupérer son squelette. Tandis que ça, ce sont des vieux os d'autrefois, n'est-ce pas, récupérés loin des habitations, comme on dit, n'est-ce pas, où on laissait... Bon, ça va, ça suffit. Alors, donc, on va placer ici le fémur. Sa tête, ça va. Le col, ça va. Toujours cette situation, n'est-ce pas, dans laquelle la partie haute ne se dessine quasiment pas, vous voyez. Les tubérosités sont prises dans la masse, quoi. Donc, petite tubérosité, col, hein, à la rigueur, la grande est en arrière, c'est quasiment indiscernable. Hop, voilà, la tête. Bon, et on file, n'est-ce pas? Donc, on file jusqu'à la courbure spiralée, que j'ai l'habitude de mettre un peu trop en avant, vous voyez. Jusqu'au bout, j'aurai des choses à apprendre. Voilà, donc, l'angle de la courbure spiralée par rapport à la diaphyse, c'est plus ça que ce que je fais d'habitude. D'accord? Bon, alors ici, vous reposez, c'est tout de même intéressant, vous posez sur la partie étroite du condyle. En l'occurrence, il n'y a pas le poids du corps comme si on était debout, n'est-ce pas? Il n'y a que le poids de cet élément-là qui repose sur le, comment ça s'appelle? Le ménisque, n'est-ce pas? Et le haut du tibia. Donc, si ça vous amuse, si vous avez envie d'être très, très nuancé, etc., vous pouvez laisser un grand espace, parce que le ménisque n'a rien à supporter, il n'est pas du tout écrasé, il est tout étroit, tout resserré sur lui-même, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà. Ça donne une impression de légèreté. Je ne sais pas si j'y parviens, il ne faut pas se faire d'illusions. Alors, ici, par contre, c'est très classique. C'est un tibia sous-cutané jusqu'à la malléole, soit quadrangulaire interne, n'est-ce pas? On va aller voir ce que ça donne. Question? Allez-y, n'hésitez pas, c'est très bien. Question? Non? Oui, Olivier. C'est trop petit.
Oui. Est-ce qu'on ne devrait pas voir la lèvre externe de la santé cet angle-là? Si, un petit peu, oui. J'ai mis la rotule, j'ai eu tort. Si j'avais mis le fémur tout seul, on la verrait un tout petit peu. Regardons. Non, bizarrement non. Pourquoi? Ah oui. Oui, parce qu'on est en flexion et il y a prédominance du condyle interne sur le condyle externe. Donc j'ai été sauvé par mon instinct. Eh ben, on n'est pas, les lèvres, elles sont là, suis-je bête, hein? Donc, ce que je pourrais, c'est la mettre au-dessus, si vous voulez, mais surtout pas en avant. C'est peut-être ça que vous vouliez me dire. Oui, je peux vous en mettre un tout petit bout là. Alors, attendez, en recul. Voilà, ça vous plaît? Voilà. Et alors, à ce moment-là, je vous mets la rotule. Ça, c'était bon. Je croyais que c'était là qu'il fallait que je la mette. Moi, quand on me dit que je me suis trompé, c'est très bizarre. Ça vient de ma mère. Quand on me dit que je me suis trompé, Ah! Et soyez gentils, il y a des problèmes de... Éteignez totalement vos portables. Mais totalement. Pas de message intime à lire à la fin du cours. Vous les trouverez. Éteignez totalement vos portables. Merci Delphine. Cyril est parti. Oui, alors pour ceux d'entre vous, puisqu'on parle de cette vidéo, pour ceux d'entre vous qui êtes curieux, nous ne savons absolument pas ce que nous allons en faire. Donc, je suis dans le bottin, comme dirait une chanson d'Yvette Gilbert, n'est-ce pas? Si dans 6 mois ou 1 an, vous avez encore une envie de ce genre de cassette, je pourrais peut-être vous répondre qu'on en a fait tel usage ou telle transcription, ou que c'est dit... L'autre jour, c'était très amusant, j'étais à la campagne chez des amis, et il y en a un qui m'a dit « Mais je suis sûr que tu es sur Internet ». Je dis « Moi, sur Internet ?» Et c'est drôle, ce truc-là, non? On se retrouve déshabillé des pieds à la tête, avec des BD, par exemple, une manga qui m'est dédicacée, affreuse, n'est-ce pas? En disant, Debord prétend que la manga, ça n'a rien à voir avec l'ukiyo-e. Moi, je dis que je me retrouve cité. Donc, en fait, oui, on vit dans un monde étrange où même moi, je suis... Donc, que voulais-je dire? Ben alors, peut-être qu'on y mettra ces trucs-là, j'en sais rien du tout. Et Cyril Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore quelque chose? D'accord. Est-ce que ça va, là? D'accord. Donc, Cyril de Turckheim, qui a eu l'idée de faire ça, et qui est très fragile en ce moment, c'est pas très bien où on va, il faut qu'on voit monsieur le directeur, etc. Donc, on ne sait pas du tout où on va. Donc, je pourrais vous le dire dans 6 mois ou 1 an, ou peut-être 3 mois. Donc, je crois que j'avais vu que ça, c'était trop petit. Je vais retourner en arrière parce que j'ai tout oublié. Voilà. Et puis, je vais vous mettre un pied. Oui, il me semble que ça va mieux. C'est pas terrible, hein? C'est un peu bête, hein? Comme emplacement. Donc, voilà. Je crois que là, c'est plus juste, non? Voilà. Alors, malléole. Oui, ça me paraît bon. Donc, malléole. Ensuite, alors là, il est superbe, mon pied, là. Là, ce soir, pour ça, ça fonctionne. Hein? Donc, un pied interne. Vous vous souvenez? Donc, vous dessinez l'arche et vous expédiez l'avant-pied. D'accord? Donc, vous dessinez l'arche. Il faut peut-être que j'explique, surtout qu'on est censé faire des cours de début d'année. Donc, voilà une empreinte de pied.
n'est-ce pas? Voilà une autre empreinte de pied, toutes les deux disposées de part et d'autre d'un vide circulaire. Ce vide, quand on le développe ou quand on le place en vue antérieure, à ce moment-là, le pied coupé à ce niveau-là se dispose ici, là, n'est-ce pas? Ensuite, les avant-pieds, les orteils, si vous voulez, se placent ici, n'est-ce pas? Les malléoles là, les malléoles ici, et au miracle, vous avez dessiné deux pieds vus de face en raccourci, pour la bonne raison que vous êtes parti, n'est-ce pas? Que vous êtes parti du volume intérieur, n'est-ce pas? Et Dieu sait si c'est sommaire ce que je viens de faire, mais ça marche, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème, malléole interne, malléole externe. Donc, cet arc-là se développe ici comme ceci, tout bêtement, et on envoie l'avant-pied, le premier méta, qui est un méta extrêmement solide, comme le cinquième, mais d'une façon très différente, un cunée, le scaphoïde, la tête de l'astragale, la poulie astragalienne, le talon, courbe et contre-courbe, sustentaculum tali, voilà. Et alors, je peux m'expliquer, n'est-ce pas? Le premier méta, solide, court, etc., cunée, scaphoïde avec son tubercule, poulie astragalienne et tête astragalienne, l'arrière du talon courbe et contre-courbe, et le sustentaculum tali, n'est-ce pas, ce qui veut dire en français le soutien du talon, qui est ici sous l'astragale, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ici. Ensuite, je vais couper un peu de pied pour qu'on ait de la place. Ensuite, c'est un premier orteil, donc il n'y a que une phalange et une phalangette. Si on appartient à 18% des individus, le deuxième orteil est le plus grand et la plupart des chaussures jusqu'à une date récente étaient faites pour ces 18% d'individus au deuxième orteil le plus long. Il est un peu effondré celui-là. Bon, ben, ce soir, c'est pas de chance. Je me suis dit, non, ça tient. Question. Berthe. Oui. Qui vous hante? La lux valgus. Lux valgus. Oui, moi j'en ai un, il n'y a pas de problème. Et c'est toujours ma mère. N'est-ce pas, qui ne supportait pas que je grandisse. Et en particulier que je grandisse des pieds en dehors des rentrées scolaires. D'accord? Donc, vous savez, Godin qui a étudié, c'est un monsieur sympathique qui a étudié la croissance des enfants. Il n'y a pas que les talons, hein, il y a tout un tas. Alors, la courbe de Godin, je vais la mettre là-haut. Quand vous regardez un livre sur la croissance des enfants, ici les âges, là la vitesse de croissance, n'est-ce pas, ça fait ça. Ça pour les garçons, n'est-ce pas? Et ça pour les filles. Oui, ça pour les filles. Voilà. Donc, ici, c'est la puberté, n'est-ce pas, qui apparaît chez les filles parfois bien avant, n'est-ce pas, chez les garçons, et qui n'est pas une poussée de croissance aussi brutale, qui est beaucoup plus lente, du point de vue statural, hein, j'entends, uniquement la stature. Donc, voilà.
Donc, lors de cette poussée de croissance, ça ne se passe pas à l'inverse de ce qu'on pourrait croire ici, n'est-ce pas, comme ceci ou comme cela. D'accord? Voilà la courbe du garçon, voilà la courbe de la fille. Ça, c'est une résultante. En réalité, ça se passe comme ceci. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des poussées de croissance des paliers, des poussées de croissance des paliers. Je devrais d'ailleurs plutôt faire ça, vous voyez? Voilà. Des poussées de croissance fortes des paliers, des poussées de croissance fortes des paliers, etc., etc. Ça n'est pas du tout continu. Et pendant la période de palier, l'os s'élargit. D'accord? Donc, une poussée de croissance, un palier, une poussée de croissance, un palier, etc. Et la poussée de croissance ne se fait pas forcément pendant les vacances scolaires. D'accord? Donc, en fait, les enfants, on devrait regarder régulièrement si leurs pieds n'ont pas grandi. Et dès qu'ils se plaignent, on devrait les écouter, n'est-ce pas, et leur acheter des chaussures plus grandes. Voilà celui-là, je ne sais pas si c'est celui-là ou l'autre. Enfin bref, chose du 47, et c'était effroyable, quoi, parce que j'aurais dû chausser. Voilà un hallux valgus. Et regardez ses orteils, c'est absolument ridicule. Vous voyez, les malheureuses étouffent les uns contre les autres, n'est-ce pas? Et il est là encore ce soir. Et alors donc, ils étouffent les uns contre les autres, ils sont recroquevillés. Il faut que je sois d'une hygiène absolument méticuleuse, sinon, évidemment, j'ai des problèmes, vous voyez. Et ça, c'est typique, n'est-ce pas? C'est la chaussure trop courte qui a repoussé le gros orteil en dehors, n'est-ce pas? Et en plus de ça, je ne sais plus lequel de mes pieds est le plus grand. Bon, enfin bref, il faut que les parents obéissent à la croissance de leurs enfants et pas l'inverse. Donc, toute chaussure trop courte abaisse l'orteil au lieu de le laisser pousser. Ça fait très peu de temps, je n'ai pas mes chaussures de ville, n'est-ce pas? Mais ça, c'est très rigolo parce que on m'a offert des chaussures dans un magasin qui, bizarrement, je vais vous donner le nom parce que c'est trop rigolo, s'appelle Anatomica. Et alors, dans cet endroit, on m'a donné des chaussures qui, j'ai 65 ans dans quelques jours, n'est-ce pas, dans lesquelles je me sens bien, n'est-ce pas? Et j'ai pris une pointure de plus à 65 ans. Tout simplement parce que mon pied a pu enfin s'étaler. Elles ne font pas du tout ça, elles vont comme ça. Vous voyez, elles reviennent comme des machins pâteaux, etc. Alors mes vieilles amies d'autrefois disent ce que c'est laid, n'est-ce pas? Moi je dis ce que je suis bien. N'est-ce pas? Et en plus de ça, comme bon, j'ai cette particularité que vous avez sans doute remarqué, de ne pas porter de chaussettes, sauf au mois de décembre à peu près, parce que je brûle des extrémités, n'est-ce pas? Je boue des mains et des avant-bras, je boue des pieds. Io burlo, n'est-ce pas, en italien. Donc, je ne supporte pas les chaussettes, n'est-ce pas? Et donc, je n'ai rarement besoin de gants, etc. Et rien que de vous le dire, je brûle encore plus de la tête, des mains et des pieds, n'est-ce pas? Donc, en effet, la chaussure doit obéir au pied et non pas le pied à la chaussure. Alors, dans le genre, n'est-ce pas, le pire, ça a été les chaussures pointues de nom. Mais je crois que ça revient, là, en ce moment. Il y a des trucs absolument insensés. Donc, imaginez une pousse normale d'orteil, en schématisant, n'est-ce pas? Le pied dit égyptien, 80% des gens l'ont, celui-là, n'est-ce pas? Or, les chaussures d'autrefois, classiques, sont faites pour des pieds grecs, où le second orteil est le plus long, n'est-ce pas? Donc, c'est évident. Si vous mettez ce pied-là, qui est le pied courant, dans une chaussure qui est faite pour ce pied-là, eh bien, le premier orteil en vient à être ici. D'accord? Et ce premier orteil a un extenseur qui lui est propre. D'accord? Donc, quand vous êtes dans le schéma 18% pied grec, l'extenseur est dans la direction du gros orteil et il est extenseur. Vous me suivez?
Si par contre l'orteil est parti comme ceci, l'extenseur n'est plus extenseur, il est abducteur. Donc, au cours de la vie, non seulement la chaussure pousse l'orteil en dehors, n'est-ce pas, mais l'extenseur étant devenu abducteur, abducte le pied en dehors. Et alors, il y a eu donc ces chaussures extrêmement pointues. Donc, où vais-je mettre ça? Oui, voilà, si vous voulez, ici, n'est-ce pas? Alors, imaginez ce que vous voyez parfois chez certaines femmes, la luxe valgus qui déborde, n'est-ce pas? Qui déborde. Alors, vous pensez bien, n'est-ce pas? Passé 50 ans, imaginez des rhumatismes là-dessus, ça peut être extrêmement douloureux, et parfois, ça ne fonctionne plus. L'articulation est tellement abîmée qu'elle ne fonctionne plus. Alors, certains chirurgiens opèrent, et ils trouvent ça bien. J'espère que leurs patients sont contents. Eh ben, je ne vous dirai pas quels sont les taux de réussite. C'est vraiment très, très douloureux et ça a l'air idiot, mais c'est relativement grave. Vous avez raison, Berthe. Oui. Excusez-moi, les pieds des femmes chinoises. Oh là, alors ça, c'est un autre truc. Il faut consulter des livres. Ça, je ne peux pas tellement en parler. C'est vraiment... c'est très, très, très compliqué. Ça mériterait tout un cours, puis il faudrait que j'ai une documentation pour pouvoir bien dessiner, etc. Oui, j'en parle 2 minutes, hein? Oui, mais vous connaissez tous ça, non? Non, pour déformer la démarche des femmes, pour valoriser les mouvements du cul, n'est-ce pas? Car c'est bien le but, n'est-ce pas? Je ne sais quel Chinois a eu l'idée de faire porter il y a une légende, je ne sais plus très bien, à une courtisane des bandeaux. Oui, puis il y a la fascination. Ça c'est pas mon truc, tous ces trucs-là. Je suis vraiment pas très compétent. Il y a la fascination des hommes pour les petits pieds aussi. Alors, moi, j'adore les grands pieds. Bon, mais les grandes mains, les grands nez, les grands yeux, etc. Donc, il y a tout ça. Alors, il y a des hommes qui vont dans des maisons pour voir des dames avec des petits pieds, vous voyez. Donc, il y avait des Chinois qui voulaient que les femmes aient des petits pieds, donc on mettait des bandelettes, on serrait le pied, etc. Donc, à ce moment-là, je ne sais plus très bien. Oui, le pied repose, je ne sais plus, et elle marchait sur une espèce de comment on peut dire, de balustre. Non, c'est pas ça, la chaussure, c'était ça. Mais là, à l'instant, je suis un peu gêné, n'est-ce pas, pour en parler. Voilà, et le pied, comment est-il? Un peu comme un pied de danseuse classique. Je crois que les orteils étaient... Oui, c'est ça. Voilà, les orteils étaient là, le talon était là, etc. Donc, il paraît que ça leur faisait une démarche absolument irrésistible. Mais non, bon, vous m'avez posé la question. Donc, oui, non, mais ne soyez pas choqués non plus. Le Marquis de Sade est en livre de poche, malgré tout, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que vous voulez? La phobie aussi, c'est qu'il avait développé le fait que les énergies allaient jusque dans les boîtiers et que les multilastrales. Oui, moi, les énergies, ça, je ne suis vraiment pas compétent. Vous voyez, je suis capable un tout petit peu de comparer faisceau libéraux-ligneux, mais le côté acupuncture, que je respecte vraiment parce que il m'est arrivé, on m'a arrêté une crise d'asthme effroyable de 4 jours avec de l'acupuncture, donc je ne peux pas dire que les énergies, je n'y crois pas. Mais il y a une phrase de Stendhal que je mets en exergue de ma vie, c'est « j'ai choisi mes ignorances ». Donc on va s'arrêter là. D'accord? D'autant plus qu'il est quelle heure? Il est 6 heures, c'est ça? Oui? Bon, je ne suis pas tellement en retard. Alors, vous avez des questions un peu concrètes sur les muscles, etc. Non? Non, ça va? Bon, alors on y va. Que pensez-vous d'un vaste externe, pour commencer? Une belle masse de vaste externe s'accrochant sous le trochanter. D'accord? Voilà. Alors, il y a un tendon propre. C'est peut-être pas très malin de ma part de vous le dire, mais il y a un tendon propre et parfois, sur le vivant, on le voit, n'est-ce pas? Donc, tout de même, de temps en temps, il est bon de le sortir.
Sinon, les fibres, vous le savez, viennent comme ceci, n'est-ce pas? Elles viennent, vous ne devez pas comprendre, elles viennent de l'arrière de la ligne âpre, n'est-ce pas? Est-ce le bon fémur? Non, ce n'est pas le bon. Donc, vous avez la ligne âpre qui est ici, n'est-ce pas? Votre fémur qui est comme cela, et les fibres qui descendent comme ceci. On y est? Donc, et en plus, vous avez un tendon d'arrêt qui se voit parfois. Donc, chaque fibre fait ça, n'est-ce pas, mes amis? Hélicoïdalement, comme ceci. Donc, en fait, ici où il y a un tendon d'arrêt, elles font ça et elles repartent devant le tendon. Voilà. Et ça vous fait donc la plus grande masse musculaire de l'organisme. Voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. D'accord? Donc, voilà. Voilà. Alors, cette énorme masse, posée un peu haut. Et en plus, je n'ai pas de rotule là. Hein, donc, c'est tout de même choquant. Si on est à genoux, la base de la rotule, voilà, la base de la rotule est ici, n'est-ce pas? Et la rotule est là. Donc je pense que c'est tout de même un peu juste, n'est-ce pas? Il faut tout de même, bien que ce soit plus haut que le vaste interne, donc vous avez une énorme masse de viande, n'est-ce pas? Très puissante, qui descend donc, je le répète, n'est-ce pas? Hélicoïdalement, de l'arrière vers l'avant, comme ceci. Donc, vous continuez votre tendon dans la même direction. On est d'accord? Donc, ça ne va pas du tout hein, pour le moment. Mais nous allons ajouter le droit et le vaste interne. Donc, cet énorme vaste externe, nous allons le maintenir tout à l'heure avec un faisceau aponévrotique, etc., etc. Si vous le voulez bien, je vous rappelle, le quadriceps, n'est-ce pas, comprend le crural sur la diaphyse de l'os, on ne le voit pas, et au-dessus, 3 faisceaux, vaste interne, droite antérieure, vaste externe. Rectus femoris, si vous voulez, pour la dénomination latine, et les vastes internes versus internus, externus, bref. Donc, le droit du fémur, le droit antérieur, le vaste interne et le vaste externe. En dessous, le crural. Ça fait 4. On appelle ça le quadriceps. Donc, dans cette position-là, et graphiquement, je crois que ça a un grand intérêt, je vous propose maintenant de mettre le droit, le rectus femoris, n'est-ce pas? Et lui, on a aussitôt envie de s'occuper du coup de pied, non pas de la cheville, du fait de pouvoir donner des coups de pied, n'est-ce pas? Et regardez, c'est très intéressant, on sent très bien que ça dessine, n'est-ce pas? Puisque vous le descendez, regardez, hein, c'est vraiment le dessin qui apparaît, vous le descendez de la tubérosité antérieure et inférieure du fémur. Est-ce que je change de couleur? Ça vaut peut-être mieux. Hein? Donc, on va le descendre ici tout droit. Alors, vraiment, on est sûr qu'il va donner un accent graphique au dessin. Et on sent très bien que là, c'est faux. Il faut remonter plus haut. On tombe sur une craie fluorescente, c'est pas plus mal. Et vous voyez, ça donne un tendu à la forme qui est hyper sympathique. Voilà. Donc, vaste externe, n'est-ce pas? Vaste interne, qu'est-ce que tu racontes? Droite antérieure, et tout ça, tout d'un coup, on sent la forme qui prend du raide. Hein? Alors, le vaste interne dans tout ça, on peut en mettre un peu. Modestement, n'est-ce pas? Voilà, pas plus que ça. Voilà, et c'est parce qu'on est en 2/3. Et on place quelques tendons ici, et je mettrai tout à l'heure l'aponévrose. Question?
Donc voilà un quadriceps. Paradoxalement, hein, le quadriceps, on n'en voit que 3 faisceaux, vaste interne, droite intérieure et vaste externe. Avant de continuer par là, j'ai un petit peu envie de me lancer dans la jambe. Hein. Et dans une jambe externe, il n'y a pas de problème, ce sont les péronniers qui jouent au maximum, d'accord, ici. Et comme j'ai la malléole externe, eh bien, j'ai envie de placer mes péronniers avant toute chose. Surtout que ça va me redonner un tendu. Alors, si je commence par le long péronnier latéral, c'est assez sympa. Voilà, j'ai le tendon qui arrive tangentiellement. Ça me donne vraiment une droite délicieuse, n'est-ce pas? J'ai le tendon qui arrive tangentiellement à la malléole, tendon du long péronnier latéral qui arrive tangentiellement à la malléole. D'accord? Voilà. Ensuite, en dessous de lui, débordant, fonctionnant en même temps que lui, débordant de part et d'autre, j'ai le court péronnier latéral. Vous êtes d'accord? Si vous voulez, je peux vous faire une explication plus classique, puisque, comme dirait Berthe, on est censément au début de l'année. Voilà le long, le court, n'est-ce pas? Le tendon du court s'en va à la styloïde du 5e méta. Le tendon du long passe tangentiellement à la malléole, qui est ici, n'est-ce pas? Passe sous le cuboïde et revient à l'avant-pied. D'accord? Donc, le tendon du long, tangentiellement à la malléole, ça me fait redessiner ma malléole. C'est pas un mal. Voilà. Et ensuite, vous vous souvenez de la gouttière, ici. Hop, je m'en vais dans la gouttière et je traverse le dessous du pied pour venir là et on attend le jambier antérieur. D'accord? Ça, par contre, c'est mou. Voilà. D'accord. Le court, lui, n'est-ce pas, va un tout petit peu en avant du précédent, tout bêtement, sur la styloïde du 5e méta, qu'il tient pendant que l'autre passe sous le pied. Vous vous souvenez peut-être, ils travaillent en synergie, c'est-à-dire jamais l'un sans l'autre. N'est-ce pas? Ce sont vraiment des équilibrateurs de la jambe. Hein, quand vous êtes comme debout sur un seul pied, comme ceci, perpétuellement, le jambier et les péronniers travaillent pour vous équilibrer, n'est-ce pas, et font la courte échelle au pied. D'accord? Voilà. Voilà donc, c'est malheureux parce que comme c'est horizontal, c'est jamais aussi tendu que je le voudrais. Et en plus de ça, ils sont dans une loge. Ils sont dans une loge aponévrotique qui leur est propre, n'est-ce pas? Donc, ils sont hyper visibles. C'est pour ça que je n'ai jamais eu le moindre problème pour vous les montrer sur moi. Question? Non? Bon. Je ne vais pas revenir sur mon histoire de petit gibus enfermé entre deux grosses dames, n'est-ce pas? Mais il n'est pas question que je place anatomiquement, comme on le fait en anatomie, le muscle suivant, parce que ça serait morphologiquement stupide. Je place l'autre muscle prépondérant, qui est le jambier antérieur, n'est-ce pas? Alors, ce jambier antérieur, tout le monde le connaît, n'est-ce pas? Il passe dans un dédoublement, car il passe, le voilà, n'est-ce pas? C'est lui qui est là, bien en avant, toujours, car au lieu de passer dans le ligament annulaire du carpe, il passe dans un dédoublement du ligament annulaire du carpe. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Le ligament annulaire, qui est, j'ai dit carpe d'ailleurs, hein, le ligament annulaire du carpe, le ligament annulaire du tarse, le ligament annulaire, un ligament annulaire, on le voit bien là, on voit les tendons, puis on ne les voit pas, puis on les retrouve. Donc il y a quelque chose là qui est un ligament annulaire, comme chez les déménageurs qui ont un bracelet pour déplacer les pianos, si vous voulez. C'est un bracelet qui maintient les tendons de façon qu'ils ne pètent pas la figure de la personne qui les possède, entre autres. Hein. Donc,
on a au pied un ligament annulaire du tarse qui n'est pas simple et homogène, qui présente un dédoublement pour donner une course différente au jambier. Alors, je le dis, je le redis, parce que les choses simples morphologiquement me semblent les plus fascinantes. Dès le 4e millénaire, n'est-ce pas, dans l'art égyptien, n'est-ce pas, on voit apparaître, mettons, je dessine un pied classique, je ne devrais pas, voilà, si vous voulez un pied extrêmement modeste, on voit apparaître la courbe du jambier antérieur. C'est une écriture. Je vais m'amuser à glisser le tendon du jambier antérieur dans le dédoublement du ligament annulaire, et vous avez tout compris, je rejoins l'insertion du long péronnier latéral. Et donc, ce n'est pas le créateur qui a donné des noms aux muscles, n'est-ce pas? En fait, pour en revenir à la question métaphysique de tout à l'heure, mais très, très succinctement, eh bien voilà deux ensembles musculaires, jambier antérieur et péronnier, qui, chez l'homme, contribuent de même que les chevaux dorment debout, n'est-ce pas, par un certain système magnifique d'équilibre des suspensions musculaires et des blocages osseux, n'est-ce pas? J'aurais pu vous apporter un fémur de cheval, puisqu'on en avait parlé la dernière fois. Je peux peut-être y songer la prochaine fois. Donc, par un équilibre que vous devez bien sentir, d'ailleurs, là, je dois dire, par un équilibre entre les péronniers et le jambier antérieur, eh bien, vous avez la courte échelle, n'est-ce pas? Vous comprenez que vous pouvez équilibrer le corps par ces deux ensembles, il y a des ensembles antéro-postérieurs aussi, et puis surtout, vous pouvez créer une impulsion, aidée par d'autres muscles, évidemment, antéro-postérieurs, mais enfin, c'est tout de même assez émouvant de penser qu'on a des formes qui descendent comme ceci et passent, des formes qui descendent comme ceci et passent, et se rejoignent pour soulever le pied. D'accord? Et mon petit pointillé, là, mon petit pointillé signifie bien la relation entre les deux péronniers, puisqu'ils travaillent en synergie, et le jambier antérieur. Question? Non? C'est clair? Bon, ben c'est bien. Alors, on va vous sortir le petit gibus, n'est-ce pas? Celui qui est enfermé par les deux autres et qui... Alors, il va peut-être falloir ce soir que je vous mette... Vous voyez, dont la forme n'est que la forme complémentaire des précédents. Voilà. Mais enfin, il ne s'agirait pas de l'oublier, car toute la jambe externe est musculaire. Voilà. Alors lui, comme l'extenseur, n'est-ce pas, de l'avant-bras, lui passe sous la partie profonde du ligament freniforme. Là, il y a une erreur. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas donner la fronde, je donne deux tendons. Donc, en fait, c'est une fronde. Voilà. Ah, zut. Trop nerveux. Voilà. Je me demande si j'ai déjà fait ça. Voilà. Et ici, j'ai donc la plaque tendineuse, vous voyez, jusqu'ici, et après des tendons qui vont aux 4 derniers doigts, 4 derniers orteils. Mais, sur le pied, vous avez un muscle qui se niche dans le trou que vous ne voyez pas sur mon dessin, mais que vous voyez sur l'os, dans le trou qui est ici. D'accord? C'est un muscle qu'on appelle pédieux, qui est complémentaire de l'extenseur. Ce muscle-là, n'est-ce pas, envoie des tendons, si ça vous intéresse, sur les 4 premiers orteils. N'est-ce pas? 4 premiers orteils. Alors que l'extenseur commun envoie des tendons qui se ramifient avec cela sur les 4 derniers orteils. C'est très raffiné, n'est-ce pas? Et alors, en surplus, vous avez
celui dont on parlait tout à l'heure, l'extenseur propre du 1, où est-il? Il est là, c'est un petit filet, n'est-ce pas? Donc imaginez un tendon. Pour une fois ce soir, c'est peut-être la seule occasion, je vais le dessiner en quoi? En blanc, allez, n'est-ce pas? Puisque Berthe voulait qu'on en parle. Donc, le voilà qui descend ici, qui descend là, et qui ramifie avec le pédieu. Et c'est lui le responsable de l'abduction du gros orteil et la création de la... Enfin, pas de la déformation de l'os, mais du fait de tirer l'orteil et de le porter le plus possible en dehors. C'est un peu trop... Hein, c'est gênant. Ça dessine trop, là. Voilà. J'ai rarement aussi bien expliqué les tendons de l'extenseur, etc. Est-ce que, malgré la qualité de cette explication, vous avez compris? Voilà. Donc, le plan de l'extenseur, le plan du pédieu, mais je me rends compte que ça aurait été une très bonne façon d'expliquer ça. C'est un peu tard. Voilà. Je me dis dedans. Voilà. Question. On ne voit pas au corps charnu l'extenseur de tendon. Si. Ça, c'est l'extenseur commun. Alors, je pense que vous le voyez, non? Bon, ça, ici, c'est le cubital post. On est d'accord? Si j'actionne le petit doigt, faites-moi la gentillesse de croire. Voilà. Extenseur commun, cubital post, ça marche ou pas? Hein? Ici, j'actionne le petit doigt. Dans la rainure là, est-ce que vous pouvez faire semblant de voir l'extenseur du 5? D'accord? Ben, c'est la même chose. Dans une rainure, tout petit corps charnu. D'accord? Donc morphologiquement nul, mais si c'est vous qui enseignez, eh bien, si on vous pose la question qui m'a été posée tout à l'heure, il faudra bien savoir où il est et le mettre, n'est-ce pas? Donc, c'est le tout petit truc que j'ai mis là. Rien de plus. D'accord? Autre question? Non? Bon, ben moi je crois qu'il faut... Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut tendre ça. Hein? Il faut tendre le solaire et le jumeau externe, qui n'est pas lourd, vulgaire et arrondi, ce jumeau externe. Il est pointu, tendu. Donc il faut absolument rester dans un dessin tendu, n'est-ce pas? Alors que de l'autre côté, on va pouvoir se permettre tous les baroquismes, si je puis dire. N'est-ce pas? Donc, ici, je suis peut-être un peu trop là, on va tendre un tendon d'Achille, et là, on va placer... Vous êtes d'accord? Ça marche? Vous me suivez? Qui ne me suit pas? Hein? Ne soyez pas gênés. Les gastrocnémiens, qu'on appelle vulgairement jumeaux, alors qu'ils ne sont pas plus jumeaux qu'une paire de testicules, n'est-ce pas? Donc, s'accrochent là. Vous me suivez? Le tendon d'Achille part de là. Zoom. Eux, est-ce que ça va, ça? Oui. Donc, les gastrocnémiens, n'est-ce pas? Donc, s'accrochent ici, les jumeaux s'accrochent ici. Le jumeau externe est court et pointu, le jumeau interne peut s'étaler. Vous vous souvenez de la ligne oblique dont je parlais l'autre jour, n'est-ce pas? Et là, vous avez le tendon d'Achille très droit, comme ceci. Vous êtes en vue externe. Donc, pas de sentimentalisme, pas de courbe vilaine, etc., etc. Vous montez sur l'arrière du péroné, vous montez le solaire, n'est-ce pas? Qui va donc du tendon d'Achille à l'arrière du péroné. Et là, autour de ce tendon-là, vous placez le jumeau externe. Attention, il ne faut pas qu'il descende trop loin. Vous placez le jumeau externe. Et ça vous fait, même là, je trouve que je suis trop arrondi, vous voyez?
je pourrais tendre. Voilà. Et ça vous fait, je me demande si là, il n'y en a pas trop. Hein? Ça, c'est pour que vous voyiez, mais du point de vue du goût et du dessin, je peux tout de même en retirer un peu. Vous êtes d'accord? Et surtout, évitons une symétrie, n'est-ce pas? Respectons bien la symétrie entre le jambier et les jumeaux. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est le côté vraiment tendu et rectiligne du tendon d'Achille. Et puis, il n'y a pas un brin d'os, n'est-ce pas, qui soit sous-cutané. Ça, c'est vraiment la jambe externe, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous faites ce que vous voulez avec tout ce fouillis, n'est-ce pas? Vous n'avez que ça qui soit sous-cutané. Ça, à la rigueur, ça, à l'extrême rigueur, sont plutôt des méplats, là, hein. Voilà. Donc, dans une jambe externe, n'est-ce pas, il n'y a pas... Tout ça, c'est du muscle. Il y a la malléole externe, le tendon dont j'ai tellement parlé, le tendon d'Achille, le solaire que je viens de vous dessiner, et le jumeau externe. De l'autre côté, ça n'a rien à voir. Il y a l'os sous-cutané énorme, le jumeau arrondi et lourd, le solaire plein des fléchisseurs qui se galbe lui aussi. D'accord? Question? Non? Bon, ben, je pense qu'on... Je ne mettrai ça qu'après, si ça ne vous choque pas. Quelle heure est-il? Bon, on fera peu de diapos. Je préfère mener ça assez loin. Ça marche, ça marche. Vous voyez, je pourrais encore retirer un peu de jumeaux, ça ne ferait pas de mal. Hein? Allez, on file. Je l'ai déjà traité, donc il n'y a pas trop de problème. On monte le tendon d'Achille. On accroche, on peut même le rentrer un peu. Plus. Voilà, c'est plus juste. Alors, vous vous souvenez, si vous vous en souvenez pas, je vous le rappelle très rapidement. Il y a une donnée anatomique vraiment embêtante, mais essentielle, n'est-ce pas? Si on frotte, je n'ai pas mes lunettes de près, mais si je frotte l'arrière de l'os, ici, il y a une crête, n'est-ce pas? Car il y a un petit muscle. Il y a un petit muscle ici qui part de là pour aller là, triangulaire, qui s'appelle le poplité. Il empêche le solaire de remonter. Donc le solaire s'arrête ici du côté interne, alors qu'il remonte, comme nous venons de le voir, jusqu'à la tête du péroné, du côté externe. Donc le solaire, n'est-ce pas, est bloqué au tiers supérieur ici. Donc ça change toute la morphologie, n'est-ce pas? Et il ne trouve rien. De l'autre côté, il a le péronnier. Là, il n'y a rien pour l'arrêter. Vous me suivez? Donc il s'étale. Solaire, c'est un muscle en forme de sol. Voilà, là c'est mieux. C'est un muscle en forme de sol qui contient les fléchisseurs, pas, dont le fléchisseur commun des orteils, dont le volume peut être visible, il l'est chez moi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que chez les marcheurs classiques, voilà, le voilà, n'est-ce pas? Ça, c'est le fléchisseur commun des orteils, visible au travers du solaire, comme ici sont visibles les fléchisseurs au travers de l'équivalent du solaire au niveau de l'avant-bras. Bon, et il y a un tendon qui apparaît pour les amateurs, n'est-ce pas, qui est le tendon du muscle situé au milieu de l'arrière-jambe, n'est-ce pas? Donc pas ce muscle-là, mais le suivant, c'est le jambier postérieur. Voilà. Alors lui, il peut être amusant parce qu'il a un dessin très rectiligne et évidemment, il se sert de la malléole interne comme poulie de réflexion. Ça marche? Question. Ça va? Alors, vous voyez comme le solaire et le jumeau sont coincés, repoussés en arrière de ce côté-là. D'ailleurs, cette expression de jumeau, c'est vraiment un imbécile qui l'a trouvée, n'est-ce pas? Parce que non seulement ils ne sont pas jumeaux à l'arrière de la jambe, ce qui donne toutes les vulgarités de dessin possibles, mais ils sont situés obliquement comme ceci,
pour cette jambe-là, obliquement dans ce sens-là, n'est-ce pas? Repoussé par le jambier antérieur, l'extenseur commun, les péronniers, il ne reste plus qu'un morceau de jumeau externe ici, n'est-ce pas, et de solaire, alors que là, vous voyez, en vue antérieure, on voit le muscle dit postérieur, n'est-ce pas, c'est-à-dire le jumeau. Donc, gare à la vulgarité, mais tout de même, on peut se répandre. Je l'avais dessiné de quelle couleur? D'accord. Donc, on peut se répandre. Le voilà. Voilà. Alors, le surplomb. Vous pouvez... Moi, j'aime pas que ça fasse gluck, mais ça fait un peu gluck. Hein? D'accord? Donc, vous avez les fibres qui tournent autour de la plaque tendineuse. Cette plaque tendineuse, vous pouvez la vouloir étroite ou large, suivant que vous aimez les Don Quichotte ou les Sancho Panza, etc., etc. D'accord? Alors, ici, tendon d'Achille, voilà. Et là, votre jumeau, vous pouvez bien évidemment... Attention, non, le tibia est là, donc c'est bon. Il ne faut pas aller plus loin. Voilà. Et il faut surtout, mais ça vous le savez, bien laisser le tibia nu sous-cutané. D'accord? Bon, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Ça, c'est invivable. Vous êtes d'accord? Alors, à moi de vous poser une question pour me reposer. Qu'est-ce qui manque? Jambier. Merci. Jean-Max. Alors, attention, tombons pas dans le mou, n'est-ce pas? Un tout petit peu de jambier antérieur, vraiment, hein, j'ai peut-être été un peu modeste, mais ça suffira pour le moment. On reprend, c'est un tendon bleu, n'est-ce pas? Je ne pense pas que ce soit la même crève fluorescente, peu importe, n'est-ce pas? Qui vient là où vient le long péronnier latéral, c'est-à-dire ici, yac, et qui passe dans le dédoublement du ligament frundiforme. La malléole est là, le ligament est là. Mais les ligaments n'ont pas d'épaisseur, n'est-ce pas? Regardez tout de même, c'est fou. Le plus gros ligament du corps humain, celui du carpe, vous me direz, il y a des muscles au-dessus, n'est-ce pas? Mais vous ne le voyez pas. Le ligament du carpe vu de dos, vous ne le voyez pas. Vous voyez? Les ligaments ne se voient pas. Ils vont du périoste au périoste et disparaissent dans la forme. C'est pour ça que d'habitude, je ne les dessine pas. Puis en plus de ça, je prendrais des heures. C'est peut-être un peu trop rentré, ça, non? Question? Question? Ah ben ça, ce sont les fléchisseurs. Non, non, le ligament est au-dessus, hein, il est là. D'accord? Ah oui, ça rentre trop. Hein? Vous remettez un peu de tendon du solaire. J'ai trop forcé la note, là. D'autant plus qu'attention, il est un petit peu en, comment dit-on, en léger éventail. D'accord. Ah, ben la voilà, la crève fluorescente. Je ne peux pas la distinguer. Je vais la mettre là. Question? On continue? Là, jambier antérieur, jambier antérieur, d'accord? Là, un muscle profond situé en arrière dans cette vue par rapport à celui-ci. Sous le solaire, il y a 3 faisceaux musculaires de fléchisseurs. Le fléchisseur commun des orteils, le jambier postérieur et le fléchisseur du gros. Le fléchisseur du gros étant situé du côté du petit doigt, le fléchisseur commun situé du côté du gros orteil pour donner le plus possible de poulies de réflexion au tendon et le plus de force aux muscles. Donc vous avez le corps charnu du fléchisseur commun des orteils, ici, et en arrière, n'est-ce pas, de lui, un tendon qui ne lui appartient pas, qui est au muscle postérieur. Vous pourriez me dire, mais de bord, où passe son tendon?
Ben, je peux vous le dire, il passe là. Et vous ne le voyez absolument pas, donc j'en parle jamais. D'accord? Car pour la bonne raison que passer derrière la malléole, c'est passer là, c'est vraiment passer dans l'invisible. On est d'accord? Dans une gouttière très profonde où on ne les voit jamais. Et puis ça regardez comme ça gêne la forme. Hein. Donc, ça c'est le jambier postérieur, et ça c'est le tendon d'Achille. Ça marche? Autre question? Non? Bon, alors, il faut plastiquement trouver les choses essentielles et pas les louper. Hein. Je pense qu'il n'y a pas à dire. Il faut le couturier pour la jambe qui est à gauche, il faut le moyen fessier, le tenseur du fascia lata, le fascia lata, pour la jambe qui est à droite. Une fois qu'on aura mis le couturier dans la jambe qui est à gauche, pouf, on flanquera les muscles adducteurs avec leur graisse. Mon dernier cours, ordinairement, sera très très dangereux pour moi. Je vous dessinerai une femme en train d'accoucher naturellement au fin fond de l'Amazonie, n'est-ce pas? C'est-à-dire en position accroupie, mais ça se fait aussi à Paris, dans certains arrondissements, enfin avec certains gynécologues qui accouchent en dessous, en étant situés en dessous, comme ça, pour bénéficier de la pesanteur. Et alors, là, je vous traiterai un peu les adducteurs, je ne sais pas ce que je ferai, mais ce sera une belle façon de terminer définitivement. Donc, on va avoir les adducteurs et le vaste interne là-haut. Oui, ben, on va faire ça pour commencer, puis on terminera là. Donc, le couturier, il arrive en pas de doigt ici, n'est-ce pas? Le cœur disait, le couturier s'achève sur la malléole interne. D'accord? Vous voyez les ligaments comme c'est trompeur? J'ai bouffé la malléole interne. C'est pour ça que je ne les mets pas d'habitude. Et morphologiquement, on n'en a rien à faire du ligament. D'accord? C'est la malléole qui compte. Il faut vraiment qu'elle n'échappe pas au regard dans votre dessin. Donc, voilà la patte doigt du couturier, ici, et son départ, c'est sur l'épine antérieure et supérieure. Et on y va tout droit. Hein. C'est un sartorius, un couturier. C'est le muscle qui tenait autrefois, je ne sais pas si les tailleurs continuent à se mettre dans cette position. Donc, quand ils se mettaient les cuisses écartées, il est mou là, hein, c'est le couturier qui leur tenait les cuisses écartées. Voilà. Voilà. Donc, une fois que vous avez placé ce muscle, est-ce que vous vous souvenez... Oh zut, il y a de la craie. Est-ce que vous vous souvenez que tout à l'heure, j'ai dit que les péronniers avaient leur aponévrose propre, ont leur aponévrose propre. Et j'avais placé 2 traits de fusain, n'est-ce pas, pour dire que ces muscles ont une individualité. Est-ce que je me fais comprendre? L'autre jour, il y avait une diapo de cadavre de dissection, n'est-ce pas, où on voyait la peau retournée et l'aponévrose. Quand on ouvre l'aponévrose, on trouve quand on a la loge aponévrotique générale, et on trouve des sous-loges, n'est-ce pas? Eh bien, il y a une sous-loge pour les péronniers. Ensuite, il y a une sous-loge pour tout ça, et une sous-loge pour tout ça. Donc, les péronniers se dessinent formidablement. Eh bien, le couturier, aussi étroit soit-il, a sa loge aponévrotique propre. Je pourrais même la dessiner en bleu. Ce qui fait qu'il est parfois extrêmement indépendant et très lisible. Et de cette loge, d'ailleurs, il y a un rafet qui s'en va, comme ceci, on y reviendra tout à l'heure. Bon, je n'ai pas tellement envie, je n'ai pas le temps de traiter les adducteurs, donc je vais les mettre dans leur gras, n'est-ce pas? Je prends l'épine du pubis, l'épine antérieure et supérieure, je tends l'arcade crurale, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, voilà.
Donc, ici, n'est-ce pas, j'ai le poids de la cuisse comme ceci. Sans trop me répandre. J'ai ici les muscles adducteurs avec, j'ai failli vous le mettre, c'est malheureux, dans les diapos, avec l'angle de Scarpa ici, n'est-ce pas, très creux dans lequel passe l'artère. Nous ne sommes pas une vache, n'est-ce pas? Donc nous ne marchons pas à quatre pattes, nous nous sommes relevés, n'est-ce pas? Si nous étions à quatre pattes, nos artères seraient protégées par la situation de la quadripédie. Eh bien, comme nous nous sommes relevés, nous nous baladons avec des artères qui sont là devant tous les dangers. La seule idée que le créateur ait eue, c'est de les napper dans le gras pour éviter qu'un coup de cutter arrive directement, n'est-ce pas, et qu'il y ait un peu de gras protecteur. Hein, je ne vais pas revenir sur la traction avant, qui avait un volant de bakélite qui était extraordinairement tranchant, et il y a eu de nombreux conducteurs, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, qui était projeté à 60 à l'heure dans un volant de bakélite brisé. Et par hasard ou par malheur, l'artère fémorale est arrivée juste sur le poignard ainsi créé. Ils étaient en parfait état, si ce n'est qu'ils étaient vides de sang, mais ils n'avaient rien. Mais ils étaient morts. D'accord? Donc, là, vous savez très bien que si vous avez un mal blanc au doigt de pied, le médecin se précipite pour voir dans quel état sont vos ganglions, n'est-ce pas? Donc, la tour de contrôle est là, si vous voulez, n'est-ce pas? Donc, elle est protégée par une quantité de graisse considérable qui m'arrange bien les soirs où je n'ai pas le temps de rentrer dans les muscles. Et puis, chez un homme, puisque c'est un homme, on ne voit pas tellement les adducteurs. Par contre, au-dessus, vaste interne, cette fois-ci, c'est son tour, n'est-ce pas? On va donc la voir ici. Voilà. Je ne vais pas recommencer mon laïus de tout à l'heure. Ça vient de la ligne âpre, hélicoïdalement, donc dans ce sens-là, n'est-ce pas? Non, d'ailleurs, c'est faux. Dans ce sens-là, voilà. N'est-ce pas? Et ça descend vers la rotule. Voilà. Donc, le tendon arrive comme ceci. On va ajouter, bizarrement, j'avais mis un tendon bleu, là j'ai envie de mettre un tendon vert. Voilà. 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 Donc, on a le rectus femoris, le droit antérieur, qui part de l'épine antérieure et inférieure. Je triche un peu, je la déplace pour que mon cours soit plus compréhensible. Voilà. Donc là, voilà. Voilà le tendon, n'est-ce pas? Mal placé, là. Trop bas. C'était pour que ce soit lisible, mais ce n'est pas pardonnable. Voilà. Donc le voilà. Tendon du rectus femoris, du droit antérieur, n'est-ce pas? Et ici, sur la rotule, c'est lui le muscle du coup de pied, de la course, de tout ce que vous voudrez. Donc, je viens, voilà, le bleu fluorescent. Donc, je place mon bleu fluorescent, je passe devant la rotule et je viens chercher la tubérosité antérieure du tibia. Donc, mademoiselle ou madame, je pourrais vous dire aussi, bien évidemment, c'est la première réponse que j'aurais pu vous faire, que les tubérosités obéissent à des tractions musculaires, et plus il y a de tractions musculaires au cours d'une existence, plus la tubérosité va venir en avant. Mais aussi, plus le climat est humide, plus la tubérosité va venir en avant. Et en Seine-Maritime, ou sur la carte de pluviométrie, c'est violet, n'est-ce pas? Les femmes, pourquoi elles, j'en sais rien, ont des hanches qui doublent au niveau des tubérosités. Donc au bout d'un certain temps, ça ne bouge plus, il faut couper depuis un certain temps, on coupe le haut du fémur, on change le cotyle, on met tout ça en inox et on change ça tous les 12 ans.
10 ans il y a quelques années, tous les 12 ans aujourd'hui. D'accord? On commence à faire la même chose pour les genoux, ça tient 5 ans. D'accord? Et on change tous les 5 ans. Mais souvent, la personne meurt parce que c'est fatigant. Voilà. Donc, vous avez ici, enfin, on peut vivre, les prothèses de genoux sont très problématiques, mais on peut faire 10 ans, je crois. J'ai peur qu'il y ait des médecins qui me disent que je casse la baraque, donc je prends des précautions. Mais c'est vrai qu'il y a tout de même des chirurgiens qui adorent opérer. Donc, on ne voit pas assez le rectus femoris. Donc, je vais en mettre un tout petit peu là. Voilà. Donc, vaste. Vous êtes d'accord? Vaste interne et droite antérieure, rectus femoris. Pas de vaste externe. Est-ce que ça va? On a un peu envie de mettre du ventre, non? Et puis de redescendre vers le fascia lata et le tenseur du fascia lata. Ouais, c'est pas sûr. Ah, puis vous voyez, le solaire ne va plus là. Hein? C'est drôle, comme à chaque fois, eh ben, là, il est mal placé, lui. Donc il faut revenir comme ça. Il faut aller plus vers le 2/3. Et puis ça, c'est faux. Il faut aller dans le sens des fibres. N'est-ce pas, mon petit coude? Voilà. Et puis, il faudrait être plus souple là. Voilà. Pour que ça marche mieux. Voilà. Bon, alors, on descend le ventre. La paroi abdominale. Ça marche? Voilà. Donc, on descend la ligne blanche externe. Voilà. Les contre-courbes de l'aponévrose. Voilà. À ce moment-là, on peut glisser les grands droits. Voilà. C'est un peu gênant, hein? Donc, on aurait l'ombilique, j'espère, quelque part par ici. Donc, on arrête les grands droits et on repart. Voilà. C'est un homme. Donc, j'ai du grand oblique ici, ici, peut-être un peu ici, en surplomb, n'est-ce pas? Il y a du gras tout autour. Et ça fait un flanc avec, allons-y, le couturier, le couturier qui démarre, d'accord? Ensuite, le grand oblique, si vous voulez. J'ai un petit problème de largeur. C'est pas grave, je vais élargir. Je vais calmer ça. Vous voyez, c'est à la fin qu'on voit les erreurs du début. Donc, je suis dans le bon sens ou pas? Non, je suis dans le mauvais sens. Un peu fatigué. Voilà, le grand oblique, excusez-moi, qui est bien évidemment, hein, vous vous en seriez douté, j'espère, dans la suite de l'aponévrose. Donc, il y a du gras, à moins que vous soyez un écorché vif ou nourri au dégraissant vétérinaire, comme cette femme dont je ne vous ai pas apporté la photographie. Voilà. Ensuite, eh bien voilà, on est prêt à aborder. On a fermé le ventre, on est prêt. Il faut peut-être mettre tout de même un départ de grand dorsal, hein, parce que c'est un peu gênant. Voilà. Donc, on est prêt à aborder cette cuisse-là. Je vais aller regarder tout de même dans quelle proportion. Il faut que je m'étale. Question? Non. Ça va. Moyen fessier. Voilà. Alors, première des choses, équilibrateur du bassin. Quand on marche, vous vous souvenez, il y a un moment où on tient en équilibre, hop, hop, c'est le moyen fessier.
Quand vous touchez les moyens fessiers, c'est-à-dire entre le grand trochanter et la crête iliaque, et que vous soyez au repos, c'est complètement mou. Quand vous êtes en moment d'équilibre, c'est dur comme du bois. Donc, le muscle est hyper contracté, mais je vous le rappelle une dernière fois, il est surtout dans une loge aponévrotique qui fait dire très joliment à certains anatomistes que ce muscle, en fait, car on oublie toujours que sur le vivant, on n'a pas des os comme ça, n'est-ce pas? On a des os qui sont quasiment masticables si on a une dentition de Cro-Magnon, n'est-ce pas? Et le muscle n'est pas si loin de l'os du point de vue densité, et le tendon et les ligaments font l'intermédiaire du point de vue de la matière. Donc tout ça est beaucoup plus contrasté dans les densités quand on a affaire à un os qui a bouilli 3 heures dans des cristaux de soude. Alors, donc ici, ah oui, c'est ça, je voulais vous dessiner une fois la loge ostéofibreuse. Vous avez la crête iliaque qui est comme ceci, la tête, le col en coupe, n'est-ce pas? Voilà la petite tubérosité, la grande tubérosité. Donc, vous avez le moyen fessier qui est là-dedans, n'est-ce pas? Mais fermé par une aponévrose très discrète lorsqu'on n'est pas en équilibre, mais qui, par contre, tout s'indure, et cette aponévrose s'indure, lorsqu'on est en équilibre. C'est merveilleusement fait. Et si vous y réfléchissez, n'est-ce pas, vous comprenez pourquoi le cheval peut dormir debout, n'est-ce pas, parce que c'est le même principe développé sur un ensemble. Donc, vous avez ici, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? L'épine antérieure et inférieure. Donc, où est-ce que je passe? Je passe là, je passe là, je passe là et je passe là. Moyen fessier, c'est ça ou pas? Moyen fessier, il est moins quart. Moyen fessier, oui, il faut tout de même que je vienne un peu là. C'est juste ou pas? Grand trochanter, oui. Il ne faut pas trop exagérer. Alors donc, moyen fessier, ici, avec le petit fessier en dessous, on s'en fiche. Voilà. Et tout de même, moi j'aime bien enfermer ça dans une loge, n'est-ce pas? Surtout que cette loge, elle va se continuer dans le fascia latin. Alors, qu'est-ce que le fascia latin? Je vais le dessiner en vert. C'est un faisceau de renforcement. Je vais vous refaire pour une dernière fois mon numéro. N'est-ce pas? Les vastes externes sont là. Quand on se palpe les cuisses, on voit qu'ils tiennent très très bien le long de la cuisse. Et qui ne descendent pas comme deux énormes gouttes de viande sur les genoux. On n'a donc pas le matin besoin de les tirer, n'est-ce pas, pour pouvoir déambuler. Ils sont maintenus dans une loge fibreuse, dans une loge aponévrotique, mais ça n'est pas tout, n'est-ce pas? Cette loge, donc ils sont maintenus dans une loge fibreuse, et cette loge présente un faisceau de renforcement. En ce moment, il y a une photo dans le métro d'un mecton du genre beau. Donc c'est pour ça que je suis peut-être un peu jaloux, qui est posé comme sur une feuille, vous le voyez, tout nu. On s'est arrangé pour que le sexe ne soit pas visible, vous voyez. Et on lui voit le fascia latin d'une façon extraordinaire. Par contre, on a dû retoucher la photo en dessous, car les ischio-jambiers sont moches, ou le dessous du vaste externe fait goutte. Ça ne va pas. Mais le fascia latar, c'est dans le corps même de l'individu, donc ils n'y ont pas touché, et on le voit extraordinairement. Vous verrez, vous rendrez compte. Donc, ce fascia latar, c'est un faisceau large, latus lata-latum. En fait, aussi, on pourrait penser faisceau latéral, n'est-ce pas? Qui est tendu par deux tenseurs, s'il vous plaît. Alors, où est mon épine antérieure et supérieure? Elle est ici. Oh là. Donc, je vais prendre du blanc. Deux tenseurs. Oui, c'est bon. Le tenseur proprement dit du fascia lata, n'est-ce pas? Voilà.
et le muscle que vous attendiez, n'est-ce pas? Parce que sinon, mon Dieu, que c'est laid, n'est-ce pas? Oh, je le rate. Le grand fessier superficiel, vu en fuite, bien évidemment, n'est-ce pas? Et tous les deux, de part et d'autre, ça manque peut-être un peu, non? Mais je ne mets pas de gras, hein, je ne mets que le muscle grand fessier superficiel, et je pense qu'il faut que mon fascia aille plus en arrière. Voilà. Et puis peut-être le tenseur est trop en goût d'huile, là. Voilà, ça, ce serait mieux. Moyen fessier là, grand fessier ici, superficiel. Hein. Pas le grand fessier, oh, malheureusement, on ne va peut-être pas voir les diapos, mais ça, on va le voir. Nureyev, n'est-ce pas? Entre autres, il avait des tenseurs du fascia lata absolument énormes. Là, il y a une chose qui est moche, c'est qu'ils sont symétriques. Hein, donc, ce n'est pas possible. Il faut que je le place comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis surtout qu'on comprenne qu'il vient de l'arrière, malgré tout, lui. Hein. Voilà. Est-ce que ça va? Je vais aller reculer. Il n'y a pas de couturier, là. Hein. Donc, il faut le mettre. L'épine antérieure, vous vous taisez, s'il vous plaît. L'épine antérieure et supérieure est là. Donc, le couturier est là, et puis c'est tout. Ensuite, les adducteurs. Voilà. Les adducteurs et leur graisse. Le scrotum, la gauche est là. La verge est là. Le gland est là. Et voilà. Et je regarde si ça tient. Si ça tient, on passe au diapo. Vous avez une question? Vite. Non? Il manque un peu de ventre. Vous voulez que je lui en donne? Il manque un peu de gras dans les flancs. Hein? Et il a le sexe un peu trop tourné vers vous. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Ensuite, voilà, on va lui remettre un peu de gras dans les flancs parce qu'il fait chétif. Et c'est pas mal, parce qu'à ce moment-là, ça fait un recul pour le moyen... Ah, zut! Ça fait un recul pour le moyen fessier, le grand fessier. Ça, est-ce que c'est logique? Il n'y a pas d'ischio-jambier. Ça ne va pas, ça. Donc, sans doute, Jean-Max nous l'aurait signalé. Donc, on envoie un, comment ça s'appelle? Un court biceps et un long biceps, ici. Voilà. Ça doit arranger les choses, non? Voilà. Peut-être que vous voulez un peu de fesses, là, non? Un peu de gras, mais pas trop, hein, pas trop. Voilà, un peu de gras fessier, un peu de gras d'adducteur. Voilà, et je vais reculer pour voir. Ouf. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ben, vous voyez, comment ça s'appelle? Le biceps là, que j'ai mis à la fin. Je croyais que ça aidait, mais non, n'est-ce pas? Parce que j'ai placé la tête du péroné trop loin. Il aurait mieux valu qu'elle soit là. Et ça, c'est pas terrible du tout, du tout, du tout. C'est donc que dans cette attitude, on ne peut pas le voir autant. Il faut se contenter d'un tout petit chouïa ici. Et je vous avoue que je n'en peux plus. Donc je triche, je déplace la tête du péroné, parce que sinon j'ai des problèmes. Voilà, je regarde une fois encore, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'ensemble. Mais c'est tellement énorme que je n'ai pas tout bien contrôlé. Il faut peut-être lui donner un peu plus de ventre. Et puis la jambe ne va... Qu'est-ce qui se passe là? Il faut peut-être plus de vaste externe, paradoxalement. Plus de vaste externe. Je ne sais pas. C'est ça le grand inconvénient quand je fais des grandes figures sur ce tableau, c'est que je n'ai pas de recul. Oui, ça c'est meilleur, je crois. Hein. Plus de vaste externe. Rentrer ici,
Et bizarrement, je crois que mes lignes blanches de ventre sont assez mal placées. Il aurait peut-être fallu venir là, 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 et redonner un peu de ventre ici. Alors là, ça ne me plaît pas, donc on met un peu de grand oblique là, et on ne touche pas à celui-là parce que je sais plus ce que je fais. Et j'ai peut-être mis trop le pied, trop la cheville de profil là. J'aurais peut-être intérêt, vous voyez, je le fais pour vous montrer mes limites et le fait que si j'étais seul devant une petite feuille de papier, comme vous sans doute, voilà peut-être ce que je ferais, n'est-ce pas, pour essayer de m'en sortir. Ma droite à laquelle je tenais tant, elle est peut-être trop proéminente, elle était peut-être dans un plan fuyant et je lui ai accordé trop d'importance. Il me semble que ça marche un tout petit peu mieux, j'en ai trop retiré. On va s'arrêter là, on va mettre les diapos. Question. Là, j'en ai trop retiré. Voilà. Question. Ça va? Vous en avez pour votre argent? Oui. Diapo. Le peu qu'on pourra. 5 minutes. Ça va? Est-ce que je peux m'asseoir là? Merci. Ça va? Il n'y avait pas trop de bruit? Voilà, je ne sais plus qui m'avait demandé une danseuse, la voilà. Mais vous voyez, elle n'était pas tellement abîmée. Ce n'était pas tout à fait une professionnelle. Donc vous n'avez pas tellement de bourse séreuse. Mais vous comprenez bien l'appui, ça c'est la malléole interne, le talon est là. Tous les orteils sont réunis dans un entonnoir. Je ne sais pas si c'est au point. Est-ce au point ou pas? Non, ça pourrait être plus au point. Tous les orteils sont réunis dans un entonnoir de... Voilà, c'est mieux, je crois. Parfait, dans un entonnoir de cuir et comprimé là-dedans. Oh, les bourses séreuses, oui, on en voit une petite là, mais vraiment si peu de choses. Diapo suivant. Là, on les sent mieux, hein? Voilà. Et même là, on voit que les rubans compriment les sérosités qui sont portées en avant de l'articulation. D'accord? Bon, ça c'est bien évidemment la malléole interne. Vous voyez, on ne voit pas la malléole externe. Par contre, c'est très étrange, on voit très très bien le départ des métas, n'est-ce pas? L'articulation. Et ça, c'est un long péronnier latéral, hein, c'est la fin du long péronnier latéral et le tendon est là. Diapo suivante. La voilà nue. Regardez comme les pieds sont laids, quoi. C'est incroyable. On passe du rêve à la réalité. D'accord? C'est extravagant. Diapo suivante. Et dès qu'on ne lui voit plus les pieds, n'est-ce pas, c'est superbe. N'est-ce pas, entre la rotule, le tendon, le fascia, l'arrivée du couturier. Regardez le couturier comme il est beau, là. Jumeau interne, regardez comme c'est beau, discret, etc. La rotule, c'est ravissant, la base de rotule. Là. Diapo suivant. Vous voyez, à nouveau, n'est-ce pas, comme dans les collants, c'est un collant, mise en valeur des repères osseux. C'est pour ça que je vous recommande dans les autobus en hiver de guetter les collants pour faire du repérage, n'est-ce pas, lèvres externes de trophée, etc. Diapo suivant. Un vaste externe. Alors, je ne l'ai pas montré pour mon dernier cours parce que je trouvais ça, je ne sais pas pourquoi, hein, je ne l'ai pas montré. Alors, vous avez 2 arabesques ici qui font disparaître, mon dernier cours officiel,
qui font disparaître le récurvatum. Vous avez une superbe bandelette de maintien des fléchisseurs, là, hein, partant du tendon du biceps, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et vous voyez, c'est étrange, on ne lui a jamais dit qu'elle est très, très asymétrique. Diapo, on l'a photographiée même comme ça, peut-être que c'était bien. Diapo. Alors, ça, c'est un fascia lata, et ça, c'est un courbiceps. Ça, c'est un couturier. Ici, je ne sais pas ce que c'est. Vaste externe. C'est peut-être du gras, comme chez moi. Et vous voyez les pieds comme ils sont. C'est étrange. Hein, ils font courteaux, raccourcis par les chaussons, etc. Ça, c'est le haut de quoi? D'un solaire, la petite tache qu'on a là. Ça, c'est un péronnier. Diapo suivante. Et là-haut, pardon. Tenseur du fascia lata, moyen fessier, grand fessier. Diapo suivante. Évidemment, le vaste externe. Même chose, vous voyez. Moyen fessier, tenseur fascia, grand fessier. Pas crête iliaque. Qu'est-ce que c'est? Grand dentelé, grand oblique. Ça vous va? Diapo suivante. Oui. On voit le tibia sous-cutané, la malléole. Diapo suivante. Fascia lata, tendon propre du vaste externe. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Tenseur fascia lata, mais il y a quelque chose en plus. Diapo suivant. Voilà, alors ça, c'est extraordinaire. Nureyev avait un tenseur du fascia lata énorme qu'on confond avec le moyen fessier, et voilà son grand fessier. Les grands fessiers de danseurs, même superficiels, sont énormes, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il avait un récurvatum, d'accord, un énorme grand rond enveloppé du grand dorsal, grand dentelé, etc. Mais ça, c'est fou. Et vous allez voir, diapo suivante. Regardez, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Son tenseur tombait quand il ne travaillait pas, tombait. Michel-Ange croyait qu'il y en avait deux dans cette position, il mettait deux boules, n'est-ce pas? Chez Nureyev, ça tombait carrément, le fascia est là, n'est-ce pas? On voit sa limite postérieure là, ça c'est du vaste externe. Le sillon de X, il est là, d'accord? Et ça c'est le grand fessier, imaginez-vous, grand fessier superficiel. Et ça c'est, vous voyez comme quoi j'avais tort d'en mettre trop, c'est le biceps, n'est-ce pas? Ça vous va? Vous avez d'autres questions à me poser? Son récurvatum est tout de même très intéressant, non? Hein, très intéressant. Tout le personnage, d'ailleurs, a une morphologie qui est bien à lui. Regardez, le pied, mon pied n'était pas si bête, n'est-ce pas, quand on voit la forme globale de ça. Diapo suivante. Sternocléidomastoïdien. Diapo suivante. Et là, le de Louis. Sternocléidomastoïdien et puis tous les cartilages costauds. Diapo suivante. Diapo suivante. Diapo suivante. Diapo suivante. Voilà. Hein, c'est ça. Un type qui n'a jamais dessiné d'après nature, jamais d'après le modèle, il détestait ça, même des canards. On a une anecdote où il va voir son ami pour regarder des canards. L'autre, Geoffroy de Chaume, veut lui prêter un carnet. Il dit non, je ne dessine jamais d'après nature, je regarde. Diapo suivante. Et voilà, alors il met bien évidemment, comme nous l'avons fait, couturier, vaste interne, droite antérieure. Regardez là, c'est même anatomique, couturier, droite antérieure, rectus femoris, vaste externe, tendon, rotule, adducteur, etc. Le ventre, très bien senti, à l'inverse du mien tout à l'heure. Diapo suivante, ce qui n'est pas forcément évident. Regardez ça, c'est génial, non? Je vous le redonne. Crâne, la main en raccourci, c'est extraordinaire, avec le talon, etc. Et puis là, vous voyez la nuance? Alors, on y va. Moyen fessier, vaste externe, le couturier passe là. Hein. Les adducteurs, le couturier passe là. Un coup de vaste interne, hein, c'est extraordinaire. Ça se laisse aller, mais enfin bon, on s'en fiche. Regardez le tibia avec sa malléole. L'autre malléole est trop haute. Hein. Ici, il y a un muscle en trop. Mais n'empêche qu'il y a un sentiment de la cage, des épaules, du crâne, etc. Allez, M. Yacoub ne nous en voudra pas de prendre 5 minutes sur son temps.
Diapo suivante. S'il ne veut pas, il n'a qu'à arrêter. Diapo suivante. Diapo suivante. Regardez, fascialata. C'est fou quand même, non? Diapo suivante, fascialata solaire jumeau. Diapo suivante. On peut peut-être terminer là-dessus. Voilà. Il n'y a pas trace de couturier, il n'y a rien, et tout y est, n'est-ce pas? Vous sentez le jumeau, l'os est là, le couturier descend là, les adducteurs. Vous voyez, il était faible, ça se sent dans le pantalon, il n'avait pas beaucoup de rectus femoris, d'accord? Du moins dans l'imagination de Daumier. Les malléoles, l'aplomb superbe, etc. Allez, encore une, parce que c'est tellement étonnant. Voilà, ben ça c'est sublime, mise au point, n'est-ce pas? Alors Daumier s'est amusé à inverser les rôles, il s'est représenté là en patron, n'est-ce pas, Charles Philippon, le patron du Charivari, alors que c'est lui, Daumier, qui dessine sur la pierre, et là il a représenté Philippon. Voilà, c'est un autoportrait de Daumier avec un récurvatum d'un chic, n'est-ce pas, etc., etc. Diapo suivante, on va le voir en détail. Non. Ah ben ça, c'est très beau de finir là-dessus. C'est bien avant, ça. Hein. C'est l'attentat de la rue Transtenin. Vous savez, c'était dans un immeuble de la rue Beaubourg. Des gens avaient tiré des coups de feu sur l'armée qui passait dans la rue et défilait, pas par haine, si vous voulez. Et tous les gens de l'immeuble, tous les habitants de l'immeuble avaient été assassinés le lendemain par la troupe. Donc on a trouvé des vieillards, des mamans, des bébés et un homme, là, selon Daumier, n'est-ce pas? Regardez le tibia sous-cutané, c'est inoubliable, n'est-ce pas? Le jumeau interne, pour un type qui ne pas la rotule, tout sans l'os. Regardez la main, c'est une main de Rembrandt, hein, avec les têtes articulaires. Et le crâne, c'est un crâne. Hein, pour un homme qui ne dessinait pas d'après nature, qui ne dessinait que comme nous, enfin de l'intérieur, ça a une efficacité extraordinaire. C'est aussi sec dans le fauteuil que dans l'os, quoi. Voilà, bonne soirée mes amis, à jeudi.